via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I'd remove you, chips, chips. Da-ti do di do, chi boom, chi boom boom. Da-ti do di do, chi boom, chi boom boom. Da-ti do di do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Yeah, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do, chi-boom. Avant de vous parler un peu plus de ce qui va se passer dans quelques instants, je vais d'abord laisser la parole à Mlle Joanne Alvarez, qui va vous parler un petit peu de la structure donc de ce nouveau cours d'art dramatique à Langres. Bonsoir, merci d'être venu à cette représentation de fin de stage. Votre présence prouve que les théâtres prennent de plus en plus importance en Guyane et qu'il y a des gens qui veulent vraiment faire du théâtre. L'association que je représente, donc le Club des artistes, est l'association loi 1901 à but non lucratif. Nous avons comme principal objectif de faire la promotion des artistes, quel que soit leur domaine de compétences. Ça peut être un écrivain, un poète, un conteur, un comédien. On est vraiment une structure de promotion et d'accompagnement des personnes qui ont envie d'avoir un espace de communication, raison pour laquelle nous avons demandé et sollicité le travail de Franck Demelier, qui est le comédien qui a suivi il y a des comédiens en herbe dans ce stage, donc l'espace du songe. L'association est sur le terrain, je vais dire entre guillemets, depuis 4 ans. Nous avons réalisé pas mal d'événements, allant d'expositions art plastique en passant par des soirées de poésie. Et maintenant, depuis 1 an, nous avons un support de communication littéraire, donc c'est la collection Art et Poésie. Par exemple, nous avons souhaité travailler avec cette année Annie Poitel, donc on a fait un petit recueil de poèmes choisis qui rentre dans le cadre de la collection Art et Poésie du Club des artistes. L'an dernier, nous avions édité un poème en prose de Mireille Jean-Gilles, auteur guyanaise qui vit dans la avec un E, donc guyanaise, qui vit dans la Caraïbe et qui avait fait un hommage dans le cadre du bicentenaire d'Haïti au peuple haïtien. Donc voilà, c'est ce qu'on nous présente aujourd'hui, demain, dans le cadre de la rentrée littéraire. C'est un petit recueil de poèmes choisis. L'objectif, c'est de permettre aux personnes qui écrivent d'avoir leur espace d'écriture et de communication. Donc voilà, en tout cas, je tiens à remercier vraiment l'encre, donc Madame Annick Lafrontière, la directrice, de nous avoir soutenus dans notre démarche, en tout cas de théâtre. Je remercie également donc Franck Demelier pour nous avoir offert ce cours qui était vraiment, dont j'ai vu la... Il n'est pas fini. Il n'est pas fini, mais qui a vraiment été... qui était vraiment en vitesse de croisière. Et puis je remercie également les comédiens en herbe qui ont travaillé durant 1 mois pour l'espace de songe. Voilà, merci. Ok. Donc oui, alors effectivement, un très très grand merci à Madame Lafrontière, donc la directrice de l'Ancre, et à toute son équipe qui nous a permis de faire cette restitution de travail, puisqu'en fait, ce que vous allez voir dans quelques instants n'est pas à proprement parler un spectacle, c'est plus une représentation. Les personnes qui vont être sur le plateau dans quelques instants n'avaient jusqu'à maintenant, jusqu'ici, quasiment pas pratiqué l'art dramatique, ou vraiment très peu, et
c'est pour eux une première que de se produire sur ce type de plateau. Donc, je demanderai bien évidemment un peu d'indulgence et de compassion à leur égard, car actuellement, ils sont un petit peu, comme vous en doutez, dans un état de trac intense. Voilà, donc, ceci dit, par rapport à ce que vous allez voir ce soir, alors, je tenais à préciser que c'est une forme de théâtre que l'on voit encore très peu ici. Il s'agit, dans un premier temps, de textes de Philippe Mignana, qui est un très grand auteur contemporain parisien, qui écrit pour tous les plus grands metteurs en scène parisiens depuis 1980, notamment Catherine Yegel. Ensuite, vous verrez un petit extrait dans le personnage de l'ange du soulier de satin de Paul Claudel. Ensuite, une adaptation en fait d'un roman de Tommy Morrison, toujours, qui s'appelle Beloved, qui traite de la période de l'esclavage. Et ensuite également, donc, pour représenter l'art dramatique classique, un monologue, une tirade de Bérénice, donc du théâtre de Jean Racine. Alors surtout pour la première partie, en ce qui concerne Philippe Mignana, c'est un théâtre extrêmement contemporain, extrêmement moderne. Les textes parlent du quotidien et surtout de l'état de souffrance, hein, de certains personnages. Alors il est bien évident que, comme vous le savez très certainement, depuis maintenant pas mal d'années, le théâtre s'intéresse beaucoup à l'analyse sociale et physique, hein, de la souffrance de notre monde, de ce que nous vivons actuellement. Donc, effectivement, ce que vous allez voir va peut-être être au départ un petit peu dur, mais je vous rassure, tout finit bien. Voilà. Ceci dit, effectivement, donc, pour terminer, ces comédiens et comédiennes qui vont être ici dans quelques instants n'ont donc que 5 semaines de travail. C'est un travail qui a été relativement intense puisqu'ils ont travaillé à raison de 12 heures par semaine, donc dans le cadre de l'espace du songe. On a créé un stage au départ d'ouverture du cours, puisque donc maintenant l'Ancre nous accueille à l'année. Donc pour les personnes que ça intéressera par la suite, sachez donc que je donnerai des cours donc, tous les jours ici à l'Ancre pendant toute l'année avec un niveau débutant, une deuxième année et puis un niveau de perfectionnement, tout en sachant qu'il y aura d'autres personnes qui travailleront avec moi pour ensuite créer donc de vrais spectacles sur le plateau de l'auditorium. Voilà, je crois que tout est dit. Maintenant, eh bien, ouvrez bien vos yeux, ouvrez bien vos oreilles, ouvrez vos émotions, vos sentiments. J'espère qu'il y en aura un maximum et je vous souhaite une très agréable soirée. Merci à vous. J'avais lu ça, que les pieds étaient gelés, éclatés. Gelés, éclatés. J'avais lu dans le dictionnaire que dans les pieds, il y a le tarse, les métatarsiens, les orteils. Puis, je me suis dit que dans les pieds de Boris, il y a encore les muscles, la peau, les veines. Alors, qu'est-ce qu'on a retrouvé des pieds de Boris, le jeune Boris Kos? Ils écrivent ça dans le journal.
le jeune Boris Gosse. Qu'est-ce qu'on a retrouvé des pieds de Boris? Des tarses, des métatarsiens, ou des petits bouts de tarses, des petits bouts de métatarsiens, ou une bouillie d'orteils, de muscles, de veines. J'avais lu qu'il y avait du sang sur le matelas, qu'on avait retrouvé du sang, le sang qui venait de ses pieds. Alors, j'ai pris le train pour aller voir ses pieds. Les pieds de Boris! Comme s'ils existaient, les pieds de Boris! Les pieds de Boris! À force de penser à ça, les pieds gelés, éclatés de Boris Gosse. Le jeune Boris Gosse! C'était ça dans le journal! Le jeune Boris Gosse! Boris. C'était pas le Boris que j'avais connu. Non, c'était pas le Boris des Ablettes. Non, c'était pas le Boris avec qui j'allais pêcher des ablettes. C'était pas le Boris des Ablettes. Non, c'était pas le Boris qui m'avait appris à pêcher des ablettes. Non, c'était pas le Boris des Ablettes et de la Kawasaki. Donc, j'ai pris le train pour aller voir ses pieds. Comme s'ils existaient, ses pieds. Personne ne se souvenait de lui. Personne. Je disais, mais vous ne vous souvenez pas du hangar où vivait Boris Gosse? Et je montrais le journal. Et j'ai montré le journal comme ça, partout dans Sochaux, pour savoir Boris Gosse est sur le hangar. Vous ne vous souvenez pas? Boris me disait non. Vous êtes sûr? Et je montrais le journal. Et je l'ai montré 150 fois. Non. Et je leur ai demandé. Et le hangar? Sur le journal, il y avait la tête de Boris, mais il n'y avait pas le hangar. Alors, il ne savait pas de quel hangar je parlais. Je disais, mais regardez sa tête! Elle est là! Il me disait, non, non. Moi, je l'avais regardé 100 000 fois sa tête! La tête du jeune Boris Gosse. Et je l'avais pas reconnu. J'avais pas reconnu ses pieds, j'avais pas reconnu sa tête. C'était une autre tête d'homme, maigre, avec une barbe. Petite barbe bien taillée, bien correcte. Petite barbe de fonctionnaire. Mais alors, il était où mon Boris? Derrière cette barbe et dans ce journal? Et puis, Madame Beaugarnier m'a dit, il avait beaucoup maigri. Oui, il est même en sauté de veau. Je sais, pour Boris. Elle s'est mise à pleurer. Et moi, j'ai pensé aux ablettes et à la Kawasaki. Et j'ai pleuré aussi. Et je lui dis, mais et le hangar? Alors elle me dit, ne me parlez pas de ce hangar. Se laisser mourir dans un hangar. Ce jeune Boris qui s'est laissé mourir dans un hangar. Elle me dit, le hangar, c'est entre l'église et le bâtiment Peugeot. Entre l'église et Peugeot. J'ai rigolé, et puis elle m'a dit, mais ça vous fait rigoler? Elle pleurait encore. Moi, j'avais déjà fini. Et je le haïssais, ce Boris, parce qu'il nous avait fait pleurer. Parce qu'il s'était laissé mourir. Sans lever le petit doigt. Je l'ai haï. Pour la première fois. J'ai regardé par hasard la vitrine. C'était écrit en grandes lettres chez Beaugarnier. Et en petites lettres en dessous,
casse-cou de billard. J'étais donc de profil par rapport à Madame Beaugarner, qui, elle, était derrière sa caisse. Et puis elle me dit, « Vous êtes son frère ?»« Oui, le même tarin. » Et là, je l'ai haï. Mais pour la deuxième fois, parce que j'étais son frère, qu'il ne m'avait pas téléphoné, qu'il n'avait pas eu une seule pensée pour moi. J'ai essayé de penser aux athlètes et à la Kawasaki. Mais je ne voyais que la photo du journal. Sa tête maigre, une barbe, et le texte en dessous. Ouvrier aux usines Peugeot, s'est laissé mourir, les pieds gelés, éclatés. Les athlètes, la Kawasaki, non, plus rien. Je ne voyais que la tête de Madame Beaugarner, son menton qui brillait. Elle pleurait encore. Moi, j'avais déjà fini. Et c'est là que je me dis, mais l'hôtel, dans le journal, il disait qu'avant le hangar, il y aurait eu l'hôtel numéro 1. Alors elle me dit, oh, c'est pour les Yougoslaves, les Arabes et les célibataires. Je dis, mais c'est pas vraiment un hôtel. Elle me dit, non, à Sochaux, c'est comme ça. Il y a l'hôtel numéro 1, l'hôtel numéro 2, l'hôtel numéro 3. Elle me dit, c'est comme ça. C'est organisé comme ça. Et alors là, elle me dit, elle me montre, derrière ses épaules, à côté de ses cheveux, en avant avec son menton, là-bas. Non, c'est pas des hôtels. Je vois des rues, des rues, des rues. J'ai bu un muscadet. J'en ai bu 4. Madame Beaugarner m'a fait la gueule. Je lui dis, je veux au hangar. Elle me dit, faites comme vous voulez. Et là, j'ai encore eu envie de pleurer. Parce que j'avais bu 4 muscadets, j'étais mou. Des jambes, de la tête. Et je pensais à Boris, à ses pieds, à ses tasses, à ses métatarsiens, au sang sur le matelas. J'ai relu tout l'article pour être sûr que je le haïssais. Eh bien, je le haïssais. Madame Beaugarner m'a dit, vous allez jusqu'au carrefour de Mulhouse, vous remontez l'avenue Général Leclerc, et après, les rues, les rues, les rues, les rues, elle me disait les noms. À droite, alors, il y a l'usine, l'église, et puis le hangar. J'ai poussé la porte du hangar, et je vois ses pieds, les 2 pieds de mon frère. Et là, j'ai encore envie de pleurer. Le hangar. Je me rappelais du journal qui disait encore que Boris, il y avait eu 11 absences à justifier, qu'il y avait eu des lettres recommandées, que Boris ne s'était jamais présenté, ni à l'usine, ni à l'hôtel numéro 1, ni à l'hôtel numéro 1, que Boris avait disparu de la circulation. J'ai regardé le hangar. Et je l'ai haï pour la 3e fois. Il y avait le matelas. Le journal disait qu'il y avait du sang sur le matelas. Je me suis approché du matelas. Il y avait du sang. Je me suis dit, c'est bien ce hangar-là. C'était un dépotoir. Il y a des hangars agréables, mais celui-là, c'était un dépotoir. Oh, il était tel qu'il est décrivé dans le journal. Il y avait le sang, avec le matelas, des camions mouillés,
des boîtes de vaches qui vides, des revues électroniques appliquées. Son blouson, il était tel qu'il le décrivait. Je croyais que ce n'était pas vrai, que je n'étais pas vraiment là, que Boris n'était pas vraiment Boris, le propriétaire des pieds. Non, mais un autre Boris, plus grand, qui n'avait pas de barre et qui faisait du 120 sur sa Kawasaki en chantant que je t'aime, comme un cheval mort. Il était mort. Ça faisait à peine 10 jours. Il avait vite grimpé à l'usine. D'abord, il foutait des tôles dans des basses pressions. Il avait de l'asthme. Il n'a pas pu s'occuper des tôles longtemps. Il racontait ça, qu'il grimpait. Les tôles, l'asthme, qu'il vérifiait des pièces sur des moteurs parce qu'il avait grimpé. Il ne disait pas qu'il avait laissé pousser sa barbe. Après, il n'a plus écrit. J'ai pris des photos. Tranquillement. Il y avait un t-shirt avec un beau lion, des mégots, des chaussettes pourries, les revues électroniques appliquées, son blouson, ses pieds. Oui, ses pieds. Ses tarses. Ses métatarses. Le sang. La bouillie de pieds. Comme s'ils étaient exposés là. Avec une étiquette. Pieds. De Boris Kos. J'ai pris en photo le matelas. Puis, il y avait du sang sur un journal posé à côté. Oui, un journal qui est l'Est républicain, mais c'est pas un journal en entier, non. C'est un supplément, oui, un supplément de l'Est républicain. Oui, vous savez comme il y en a des fois, parfois, au centre des journaux. C'était juste après Noël. C'était un supplément de l'Est républicain. Oui, c'était marqué Est républicain. Il y avait du sang, juste sur la photo d'un petit camion à benne, en plastique, à 320 francs. Oui, juste sur la photo. C'était le sang qui venait de ses pieds. Alors, j'ai regardé la photo du camion, et puis les autres photos du supplément publicitaire sur les cadeaux de Noël. Et puis, j'ai plié. Je plie toujours tout. Il faut que je plie. Et puis, j'ai regardé les autres photos et toutes les photos du supplément publicitaire. Ensuite, j'ai mis son blouson. Il manquait une manche. C'est après que j'ai réalisé le sang sur le supplément qui protège du froid, le supplément qui entoure les pieds, mais les pieds éclatent quand même dans le supplément. J'ai pris le t-shirt. Et parce que le lion est beau, et aussi les revues électroniques appliquées, ça peut toujours servir. Et les Borisians, et le supplément, le fameux supplément de l'Est républicain, avec le sang, comme souvenir de Boris. Anche i più stupidi e balordi, c'è in lei una specie di cielo, un'acqua di naufragio, un volo, dove giustifica e perdona tutta la vita mascalzona.
de loisirs. Deuxièmement, ma mère. Le contraire. Ma mère, le centre de loisirs. Mais dans l'ordre, c'est plutôt l'inverse. Le centre et après ma mère. Mais c'est parce qu'il y a eu d'abord l'histoire du centre de loisirs que l'histoire de ma mère, ça a été un coup plus dur. Mais maintenant, je porte plainte. Premièrement, le placopâtre dans les murs du plafond. La vermiculite. La vermiculite, moi, je savais que ce serait terrible. Rien que le mot vermiculite, j'ai peur. Comme si d'un seul coup, il y avait eu du sang sur ma jupe, alors que c'est pas la période des règles. Des pertes importantes. On me dirait, sur ta jupe, il y a du sang! Quand on a dit, on va injecter de la vermiculite dans les murs du centre de loisirs, j'ai senti que rien ne serait comme avant. Je savais que j'en serais là où j'en suis, dans cet état, comme si j'étais suspendue par les pieds à un arbre. Depuis un certain temps, je m'endors, je me réveille, et je m'aperçois avec terreur que je suis suspendue à un arbre. Comme si j'étais rentrée dans une église sans savoir que c'est une église. Parce qu'au moment d'y entrer, j'ai été distraite par une pensée tordue, du genre justement que mes organes me trahissent ou qu'ils vont me trahir. Et quand je suis distraite, je trébuche. Et quand je trébuche, alors qu'il n'y a pas d'obstacle, sans raison, je pense toujours à la mort. Comme si trébucher, c'était avant-coureur. Et dans cette église, il y a la messe. Et je n'ai rien à faire à la messe. Je me demande ce que je ferai à la messe. Je me demande pourquoi je suis rentrée dans cette église et pas dans un cinéma. Comme si d'un seul coup, les quelques secondes avant d'entrer dans l'église s'étaient effacées. Et que ce petit lavage m'aurait laissé comme ça, sans penser, à me poser seulement la question de ce que je fais là. Et pourquoi ce lavage? Je n'en sais rien. Je me sens comme un lapin pour attirer. Pétrifié, vide, à l'intérieur, complètement vide. Je passe la langue sur les lèvres pour me rassurer. Parce que quand je passe ma langue sur mes lèvres, j'ai des pensées plutôt positives. Je ne sais pas pourquoi, mais ce contact-là me ramène les deux pieds sur terre. Ça me concentre sur ma bouche et sur ce qu'il y a dans ma bouche. Parce que je me suis aperçue depuis longtemps que ma bouche, c'est très important. C'est un centre d'équilibre. Je me sens heureuse quand j'ai de la salive en quantité normale. La langue souple et pas lourde. Les dents plutôt astiquées. Parce que quand on ne contrôle pas ça, et ça arrive plus d'une fois qu'on ne puisse pas contrôler, quand je ne contrôle pas l'alimentation, la boisson, quand j'arrive à ne plus me nourrir, quand justement j'ai la langue, les dents qui ne sont pas en situation satisfaisante, alors ça veut dire attention, attention, ma bouche me jauge, elle me fait comprendre que je joue contre moi. Et sans ma bouche, qui est comme ça, je pense que j'aurais fait encore plus de conneries. Cela tient peut-être au fait que petite, j'ai eu des problèmes de bouche. On a beaucoup parlé de ma bouche, particulièrement ma mère qui n'arrêtait pas de parler de ma bouche à tout le monde, comme si ma bouche c'était plus important que le président de la République. Et pourquoi on parlait de ma bouche? Parce qu'elle a un certain arc.
Parce qu'elle décrit un art qu'on a admiré? Mais aussi parce qu'à l'intérieur, il y a eu des accidents, les dents, les aftes, les appareils. J'ai dû faire plus attention à ma bouche qu'à mes genoux. Ça n'empêche que la vermiculite s'est mise à sentir et qu'au centre de loisirs, ça a été le drame. On a commencé à parler de l'uréformol qui est dans la peinture des murs. Aux États-Unis, ils interdisent la vente de cette colle qui aurait trop d'uréformol. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait des analyses. Non! Il n'y a pas trop d'uréformol. Pour qu'il y ait toxicité, il faut plus d'1 milligramme. Moins d'1 milligramme, pas de toxicité. Alors on a tout détruit. Le placopâtre, les murs avec la vermiculite. Tout ça parce que la directrice, Madame Kruck, avait froid. Et qu'on avait parlé d'isolation. Et après l'isolation, le malaise, l'odeur, la destruction. Et voilà des mois et des mois de destruction. Et ça continue, ça sent, ça sent. Mais ça sent quoi, la vermiculite? On saigne du nez, on vomit. Ah, la directrice, elle demande son congé. Les médecins radinent. Mais l'Est, c'est humide. C'est l'humidité qui a fait pénétrer le produit dans les murs et qui se dégage sans qu'on s'en rende compte. Pourquoi il se dégage? On n'en sait rien. Alors, analyse. On analyse l'air, pas de formol. On cherchait du formol, pas de formol. Alors, mystère. Et on dit aux habitants de Sochaux, fermez le centre de loisirs pour vos gosses. On traduit en arabe, en yougoslave, en turc. Et après, on parlait encore de picotement et d'autres picotements. Moi, ça me picotait un peu le nez. Et le temps passait. Et le maire, le préfet, le consul d'Algérie, ils arrivent. Ils s'accroupissent, ils se mettent à 4 pattes, ils reniflent, ils tiennent la bouteille de formol, ils comparent les odeurs. On ne trouve pas d'odeur, ou alors on trouve des odeurs et on ferme le centre de loisirs définitivement. Je pense que je suis suspendue à un arbre. Parce qu'il n'y a plus de centre de loisirs et que je travaillais au centre de loisirs. La directrice, elle, a tout de suite été dirigée vers la bibliothèque du comité d'entreprise. Et moi, j'ai été dirigée où? Deuxièmement, ma mère. J'attends que tout le monde a lu les journaux. Le scandale est là. J'ai le vertige quand je regarde mes pieds. Non, elle n'a pas volé. Ils l'ont tué. Ils l'ont assassiné. Ils m'ont dit. Comment pouvait-on prévoir sa poussée de glycémie? Une poussée de glycémie à 5 mg par
C'était le 13, à 18h45, avec leur commission rogatoire. Paraît-il, ils sont venus pour une perquisition à cause du vol du Printania à Sochaux. Ils sont venus avec 3 voitures. Ils n'ont pas frappé. Ils sont entrés et ils ont gueulé. Ma mère leur a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils lui ont dit, ta gueule! Moi, je pensais encore au centre de loisirs. Mais je leur ai dit, et le mandat? Et là, ma mère a été suspecte. Parce qu'elle a regardé derrière elle. Et parce qu'elle a regardé derrière elle, ils ont pensé que derrière elle, il y avait l'endroit où elle avait caché le produit du vol, puisqu'ils lui ont dit, qu'est-ce que tu cherches là derrière, la voleuse? Elle leur a dit, là derrière, il n'y a rien. Et elle a couru vers l'endroit où elle avait regardé. C'est-à-dire qu'elle voulait leur montrer où elle avait regardé machinalement. Elle leur disait ça machinalement, machinalement. Et elle a couru vers la bouteille de butagaz. Elle leur disait, c'est une bouteille de butane. C'est du butane. J'ai pas volé. Elle est bien fermée. J'avais peur qu'elle ne soit pas bien fermée. Là, elle a encore été suspecte. Parce qu'elle m'a dit en cabine, la diva, je n'y comprends rien. Et eux, ils ont pensé qu'elle me disait ça. Ils ont pensé qu'elle me disait où elle avait caché le produit du vol. Mais elle disait tout simplement, Latifa, je n'y comprends rien. Il lui disait, et le collier? Il lui arrache son collier. Ils ont pensé que c'était un des colliers du Printania, mais il n'y a pas de collier au Printania. Il n'y a pas de collier au Printania. Eux, ils entrent, ils fouillent, ils sèment la panique. Il y en a un qui dit, chef, on n'a rien trouvé. Et le chef qui tenait le collier, il dit, si, ce collier. Et ma mère me dit en cabine, montre-leur mon coffret, le coffret de mes bijoux. Il y a des bijoux comme ce collier. Ils comprendront que c'est pas un collier du Printania, mais un collier de Constantine. Et au lieu de sourire, c'est ce qu'elle aurait dû faire. Leur parler en souriant. Mais comment peut-on sourire quand on n'en a pas envie? Et alors, au lieu de sourire, elle a gueulé contre eux. Sa lèvre inférieure arrivait même à ne plus ressembler à une lèvre. Elle s'est tirée, elle s'est tirée. Et gaz lacrymogène sur ma mère Wardia. Ensuite, elle est jetée dans le camion, poignée comme un sac de pommes de terre, direction le commissariat. Et mes frères, mes 3 frères, Omar, Hussein et Hassan, ils faisaient du tennis au terrain de sport, arrêtés aussi au commissariat. Déjà que Hussein avait volé l'année dernière une mobilette. Alors ma mère, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Les menottes, autre scandale, ligotées au pied de la table. Hussein va près d'elle, il court, gaz lacrymogène. Et on la laisse seule. On va près de mon frère qui est brûlé. Et on laisse ma mère seule dans la pièce avec les gaz lacrymogènes alors qu'elle n'a pas volé. Il y a eu délation
supposition, je ne sais pas moi. Je sors de là, ils me font sortir. Le téléphone sonne. Ma mère Waldia a essayé de s'étrangler avec une cordelette. Mais quelle cordelette! Le juge appelle le docteur arrive, il ne remarque rien, ni les brûlures des gaz lacrymogènes, ni l'état critique de ma mère. Et il la laisse sortir. Elle rentre ici à pied. Je l'entends, je la vois. Sa lèvre, toujours pareille. Elle s'étire. Malaise. Coma diabétique. La mort! Choc émotionnel. Poussée de glycémie à 5 mg par litre de sang. Pour un collier de Constantine! Autopsie. Rien. Scandale. Je réfléchis. Je vois le juge. Je vois le médecin légiste. Et cette première autopsie. Et l'état cyanotique de son poumon. Et les brûlures du gaz lacrymogène. Et le choc émotionnel. Contre-autopsie, s'il vous plaît. Je porte plainte. Je ne sors plus de ma chambre. Je n'ai plus de salive. J'attends. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck with my baby, but it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. And we will
chercher un Hudson, le dimanche. À Villers-Sexcel. Chez Jules... Jules Marconnet. Jules Marconnet qui est un cousin, par alliance. Et tu devrais porter ce nom qui est aussi celui de la chicorée. Puisque c'est mon nom. Et c'est surtout le sien. José, non. José, il s'appelle Goulies. Il est portugais. Et pourquoi tu aurais ce nom-là, Goulies? Parce que José, c'est le sien. Mais ce n'est pas le mien. Non, je n'ai pas voulu. Hein? À cause de toi. À cause de lui. Il m'a mis son sexe pendant 14 ans, me tirant les cheveux. Ça bouge plus à la Mirabelle. Ou l'eau des fleurs. On ne change pas l'eau. Quand ça a été un autre sexe, ou le sexe de José, je pensais toujours au moment à cette Mirabelle de Villers-Sexcel. Je vois même le panneau à l'entrée de Villers-Sexcel. Où c'est écrit justement Villers-Sexcel. À droite du panneau, de l'autre côté de la route, il y a des maisons, des capucines dans les jardins. Je ne peux pas m'empêcher de penser à tout ça. La tête du cousin Jules Marconnet, et surtout, l'odeur. Alors moi, l'odeur de la Mirabelle. Maintenant, j'ai à chaque fois l'odeur. Chacun, il n'aura pas ce nom de chicorée. Pour moi, c'est fini. L'idée de ce Villers-Sexcel que je connaissais bien avant. Des os durs. Il y avait du lapin. Oh, j'adore le lapin. Et maman mettait son camel. Oh, c'était un Villers-Sexcel spécial. Ouais. Comme si c'était un Villers-Sexcel qui n'existe plus vraiment. Ce
changé beaucoup, non? Le château, maintenant c'est une maison pour les vieux. Mais avant c'était le musée de la chasse. Et maman rêvait d'habiter l'île de Seychelles. Elle disait que c'était mieux qu'à ce show. Moi, je lui disais que rien ne l'empêchait de planter, elle aussi, des petites capucines dans son jardin. Mais elle me disait qu'il n'y avait pas que ça. Non. Les capucines. Les capucines, c'était moi qui en faisais une montagne. C'était plutôt quelque chose qu'elle ne pouvait pas expliquer, une atmosphère spéciale. Il y a la maison du docteur pour les pieds, un blanc centre-ville, juste derrière le château. On y passait toujours devant quand on allait à Villers-Seychelles le dimanche en voiture. La Mirabelle. Je la reconnais. Maman disait, on passe devant la maison du spécialiste et on passait en deuxième, en première devant la maison, on roulait au ralenti pour lui faire plaisir et des fois, on s'est arrêté. Il y avait un balcon en bois et maman, ça la mettait dans le même état quand à la télé il y a de la danse. Comme en transe, elle disait c'est joliment belle. Elle disait joliment. Joliment. Elle était la seule à le dire. Donc, les mots. Moi, je l'ai trouvé bizarre. Notre nom aussi, qui est celui de la chicorée, disait eh bien, maman avait des pauvres joues. Elle avait bizarrement plus de joues. D'un coup. Ouais. Et c'était une femme qui avait été blonde. Avec forme, de la coquetterie et des joues. Elle avait travaillé chez Marty à Sochaux. Ah, au cycle. Et puis Marty savait plus. Elle s'était retrouvée avec ses 4 murs et... Mes frères étaient à perpète. Mon père s'est tapé. Mirabelle m'a reconnu après une usine Peugeot. Et alors, comme si elle avait eu une opération de joue, qu'il lui aurait coupé les joues d'un coup, elle n'a plus de joues. Elle mangeait de la soupe avec la maïzena. Elle disait que son estomac, je sais plus quoi. Son
Son estomac, c'était son problème numéro 1. Mais son problème numéro 2 ou numéro 3, elle n'en parlait pas, non, non. Elle était simplement sans se joue. Quand elle parlait, son visage avait l'air trop mou. Comme si on le regardait en biais. Alors qu'on le regardait de face. J'adorais ma mère. Oh, elle a toujours dû savoir. Il m'aimait. Oh, son sexe
ce moment-là qui me plaisait. Je le voyais, écrit, lire Sextel. Et j'étais heureuse. Juste une minute. Je t'ai fait la soupe. Je t'ai fait la soupe à côté de ta plébite. Était revenu le lendemain. Le toit était réparé. On a passé au lit l'après-midi. Et puis la nuit. Et puis le matin. Et pour une fois, je pensais plus au pain d'épices qu'à la Mirabelle. Après, les certificats de grossesse, je les ai collés. Les Français comprennent. Je ne pouvais pas, les gars. Je ne pouvais pas. J'avais peur. Oui, j'avais peur. Mais ça, José n'ira pas voir un certificat qui ne porte pas son nom, non. Où c'est marqué Mademoiselle Leroux. Quand il a compris qu'il y aurait un enfant, il a
demandé à sa mère. Il était fou. Mais quand tu es arrivé, Jaco, c'est à pleurer. José. Alors la vérité, ce n'est pas pour José. Il faut le laisser tranquille. Un certificat Qui n'aurait jamais dû être. Oh, il faut le laisser tranquille. Aïe. Il faut le laisser tranquille. Regardez là qui se démène au milieu des épines et des lianes entremêlées, glissant, rampant, se rattrapant, des ongles et des genoux essayant de gravir cette pente abrupte, et ce qu'il y a dans ce cœur désespéré, qui prétend que les anges ne peuvent pas pleurer. Est-ce que je ne suis pas une créature comme elle? Est-ce que les créatures de Dieu ne sont rattachées par aucun lien? Et ce qu'ils appellent la souffrance, est-ce que cela n'existe que dans un monde à part et de tout le reste exclu? Est-ce qu'elle échappe à notre vision? Est-ce qu'elle est agréable à contenir pour cet être qui embrasse son objet? Est-ce qu'elle est étrangère à cet amour et à cette justice dont nous sommes les ministres? À quoi servirait-il d'être un ange si nous ne la comprenions pas? Celui qui pleinement voit le bien, celui-là seul comprend ce qu'est le mal. Eux ne savent pas. Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica, e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Look, look, nothing but it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Time to be moving. Cheers, cheers. That will be that will be L'homme, son être essentiel, n'est qu'un point. C'est le seul point que la mort avale. C'est pourquoi il doit donc veiller à ne pas être encerclé. Un jour, en rêve, je fus entouré de 4 chiens et d'un petit garçon méchant qui les commandait. Le mal, la difficulté inouïe que j'eus à le frapper, je m'en souviendrai toujours. Quel effort! Sûrement, je touchais des êtres, mais qui? En tout cas, mes adversaires furent défaits au point de disparaître. Ah, je ne me suis pas laissé tromper à leur apparence, ah non! Eux aussi n'étaient que des points. 5 points, mais très forts.
autre chose. C'est comme ça que commence l'épilepsie. Les poings, alors, marchent sur vous et vous éliminent. Ils soufflent et vous êtes envahis. De combien de temps peut-on retarder sa première crise? Je me le demande. Je peux rarement voir quelqu'un sans le battre. D'autres préfèrent le monologue intérieur. Moi, non! J'aime mieux battre! Il y a des gens qui s'assoient en face de moi au restaurant et ne disent rien. Ils restent là un certain temps car ils ont décidé de manger. En voici un. Je te l'agrippe, toc! Je te le ragrippe, toc! Je le tends en porte-manteau, je le décroche, je le repends, je le redécroche, je le mets sur la table, je le tasse, je l'étouffe, je le serre, je le salive, je l'inonde, il revit! Je le rince, je l'étire, je commence à m'énerver et puis faut en finir. Je le serre, je le masse, je le résume et l'introduis dans mon verre et jette ostensiblement le contenu par terre et dis au garçon: mettez-moi donc un verre plus propre. Mais je me sens mal. Je règle promptement l'addition. Et je m'en vais. Je me couche, toujours très tôt et fourbu. Et cependant, on ne relève aucun travail fatigant dans ma journée. Possible qu'on ne relève rien. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est de tenir bon jusqu'au soir. Ce qui me fatigue ainsi, ce sont mes interventions continuelles. J'ai déjà dit que, dans la rue, je me battais avec tout le monde. Je gifle l'un, je prends les seins aux femmes, et me servant de mon pied comme d'un tentacule, je sème la panique dans les voitures du métropolitain. Mais ce qui me harasse par-dessus tout, ce sont les livres. Je ne peux pas laisser un mot dans son sens, ni même dans sa forme. Dans un chapitre, vous avez tout de suite des milliers de phrases. Il faut que je les sabote toutes, cela m'est nécessaire. Parfois, certains mots restent comme des tours. Et je dois y prendre à plusieurs reprises. Et bien avant dans mes dévastations. Au détour d'une idée, je revois cette tour. Je ne l'avais donc pas assez abattue. Je dois revenir en arrière et lui trouver son poison. Et je passe ainsi un temps interminable. Et le livre, lu en entier, je me lamente, car je n'ai rien compris, naturellement. N'ai pu me grossir de rien. Je reste maigre et sec. Je me disais, n'est-ce pas, que quand j'aurais tout détruit, j'aurais de l'équilibre, mais non, cela tarde bien.
Toi, qui ne liras pas ce livre, que je ne sais où atteindre, qui a toujours fait leur procès aux écrivains, petites gens mesquins, manquant de vérité, vaniteux. Toi pour qui Henri Michaud est devenu un nom propre, peut-être semblable à ceux qu'on trouve dans les faits divers, accompagné de la mention d'âge et de profession, qui vit dans d'autres compagnies, d'autres plaines, d'autres souffles, et pour qui cependant je m'étais brouillé avec toute une ville, capitale d'un pays nombreux, et qui ne m'a pas laissé un cheveu en t'en allant. Mais la seule recommandation de bien brûler toutes ces lettres. N'es-tu pas pareillement à cette heure, entre quatre murs et songeant? Dis-moi, es-tu encore aussi amusé à prendre les jeunes gens timides à ton doux regard d'hôpital? Moi, j'ai toujours mon regard fixe et fou. Cherchant, je ne sais quoi m'adjoindre dans cette infinie matière invisible et compacte qui fait l'interface entre les corps de la matière appelée telle. Cependant, je me suis abandonné à un nouveau nous. Elle a comme toi des yeux de lampe très douce, plus grands, une voix plus dense, plus grave, et un sort assez pareil au tien dans son début et son cheminement. Elle a fait, car demain je ne l'aurai plus, mon ami Banjo. Banjo, Banjo, vive la bange aussi, vit la bonne plus douce encore. Banjo, 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 restez toute seule, Bangelette, ma bange vaille. Banjo, si aimante, Banjo, si douce, et perdue ta gorge et ton Elles ont menti toutes mes lettres, Banjo, car demain, je m'en vais. J'ai un billet à la main. 17084, Compagnie royale néerlandaise. Il n'y a qu'à suivre ce billet et l'on va en Équateur. Et demain, billet et moi, nous nous en allons. Nous partons pour cette ville de Quito, au nom de Couteau. Je suis tout replié quand je songe à cela. Et pourtant on me dira, eh bien qu'elle parte avec vous. Mais oui! On ne vous demandait qu'un petit miracle, vous là-haut, tas de feignants! Dieu, archange, élu, fée, philosophe et les copains de génie que j'ai tant aimés, Ruisbreak, et toi, l'autre amant qui ne te prenait pas pour 3 fois 0. Un tout petit miracle qu'on vous demandait, pour Banjo et pour moi. Pour Banjo et pour moi.
est ma fille. Elle est à moi. Voyez, elle est revenue de son plein. Et je n'ai rien besoin d'expliquer. Je n'avais pas le temps d'expliquer avant, parce qu'il fallait faire vite. Il fallait qu'elle soit en sécurité. Alors je l'ai mise là où elle le serait. Mais mon amour était coriace et maintenant elle est revenue. Poldé l'a chassée. Alors, elle n'avait pas d'autre choix que de revenir en chair et en os. Je parie que les bijoux de revenir. Je ne la laisserai plus jamais partir. Je lui expliquerai, même si c'est superflu, pourquoi je l'ai fait. Que si je ne l'avais pas tuée, elle serait morte et que je ne l'aurais pas supportée. Quand je lui expliquerai, elle comprendra. Parce qu'elle a déjà tout compris. Personne n'aura jamais pu mon lait, en dehors de mes propres enfants. Je n'ai jamais eu à le donner. Et la seule fois où je l'ai fait, il m'a été pris. Ils m'ont maintenu par terre et ils m'ont volé le lait qui appartenait à mon bébé. Non a dû nourrir les bébés blancs et moi avec, parce que maman travaillait au lit. Les petits bébés blancs étaient en premier. Moi, je prenais ceux qui restaient. Oui, je n'avais pas de lait à téter le soir. Et je sais ce que c'est que de devoir se battre et hurler pour l'avoir, et qu'il en reste si peu. Je parlerai de ça à Guillaume. Elle comprendra, elle est ma fille. Celle pour qui je me suis débrouillée pour avoir du lait et lui apporter, même après qu'il me l'ait volé, après qu'il m'ait manipulée, comme si j'étais la vache, non la chèvre, là derrière l'écurie. Parce que dedans c'était trop dégoûtant pour y rester avec les chevaux. Mais moi, j'étais pas trop dégoûtante pour leur faire la cuisine et m'occuper de Madame Garner. J'ai pris soin d'elle, comme j'aurais fait de ma propre mère, si elle avait eu besoin de moi. Parce que j'étais la seule de ses enfants qu'elle n'avait pas jeté. Je n'aurais pas pu faire plus pour cette Madame Garner que je l'aurais fait pour ma propre maman, si elle était tombée malade et qu'elle ait eu besoin de moi. Et je serais restée encore après, jusqu'à ce qu'elle guérisse ou qu'elle meure. Mais non, m'a rattrapée pour m'en empêcher. Mais tout ça, c'est fini maintenant. Je suis là, j'ai duré, et ma fille est revenue à la maison. Maintenant, je peux de nouveau regarder les choses, parce qu'elle est là pour les voir aussi. Maintenant, le matin, quand j'allume le feu, j'ai envie de regarder par la fenêtre pour voir ce que le soleil va faire de la journée. Maintenant, je vais ouvrir l'œil. Pensez à ce que le printemps sera pour nous. Je vais planter des carottes, juste pour qu'elle les voie. Et des navets. Est-ce que tu en as déjà vu, chérie? Tu n'as jamais vu plus jolie chose. Blanc et violet, avec la queue tendre et la tête dure. C'est bon à tenir dans la main. Ça a l'odeur de la rivière quand elle déborde. Ah, je les sens. Nous les sentirons ensemble, Milord. Milord, ma bien-aimée. Parce que tu es à moi. Et je dois te montrer ces choses-là. Et t'expliquer tout ce qu'une mère doit apprendre à sa fille. C'est drôle, comme on perd de vue certaines choses et qu'on se ressouvient d'autres. Les cheveux de Madame Garner étaient brun clair. Ils ont foncé quand elle est tombée malade. Une femme solide que c'était. Et quand elle parlait sans penser, elle disait « J'étais solide comme une mule, Jenny ». Elle m'appelait Jenny quand elle bavardait. Et c'était vrai,
J'en suis témoin. Pourtant, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi elle a cru avoir besoin de maître d'école. Je me demande si elle s'en est tirée comme moi. La dernière fois que je l'ai vue, elle ne pouvait rien faire que pleurer. Et moi, je ne pouvais rien faire que lui essuyer la figure après lui avoir expliqué ce qu'il m'avait fait. Il fallait que quelqu'un l'entende, le sache. Quelqu'un. La première pensée que j'ai prise a été la dernière. Personne n'allait me garder loin de mes enfants. Si je n'avais pas été à m'occuper de Madame Garner, peut-être que j'aurais su ce qui se passait. Peut-être que j'aurais vu quelque chose, quelqu'un, peut-être. Quoi qu'il en soit, j'ai emmené mes bébés dans le maïs. Quand j'ai entendu le caquet de cette femme, elle disait, il y en a d'autres. Je lui ai dit que je ne savais pas. Elle a dit, j'ai attendu toute la nuit, il ne peut pas attendre. J'ai essayé de la faire patienter. Elle a dit, peut pas, venez. Ça ne dort nulle part. Les garçons effrayés, toi endormi dans mon dos, Denver qui dormait dans mon ventre. J'avais l'impression d'être déchirée en deux. Je lui ai dit de vous emmener vous autres. Il fallait que je rentre, pour si jamais. Je me suis coupé la langue avec les dents quand ils m'ont éclaté le dos. Il pendait par un bout de peau. Je ne l'ai pas fait exprès. J'ai serré les mâchoires dessus et il s'est détaché tout seul. Mon Dieu, j'ai pensé, je vais me manger toute vive. Ils ont creusé un trou pour mon ventre afin de ne pas faire de mal au bébé. Denver n'aime pas que je parle de ces choses-là. Mais toi, tu étais là? Et même si tu es trop jeune pour t'en souvenir, je peux t'en parler. J'aurais dû savoir qui tu étais lorsque le soleil t'effaçait le visage comme la fois où je t'ai porté sous la treille. Quand j'ai vu ton visage, il faisait plus qu'évoquer ce dont tu aurais eu l'air après toutes ces années. J'aurais dû savoir qui tu étais, parce que les tasses sur tasses d'eau que tu as bues le prouvaient et correspondaient à toute la salive que tu m'avais bavée sur la figure le jour de mon arrivée au 124. J'aurais dû savoir qui tu étais. Le bon Dieu m'avait brouillé l'esprit. Autrement, j'aurais vu les marques du tombe là sur ton front, visible pour le monde entier, que quand je te maintenais la tête dans le bûcher. Et plus tard, quand tu m'as demandé où étaient les boucles d'oreilles que je faisais danser pour que tu joues avec, je t'aurais reconnu tout de suite s'il n'y avait pas eu Poldi. Il me semble qu'il voulait te faire partir dès le début. Mais moi, je ne voulais pas le laisser faire. Et regarde, comme il s'est sauvé quand il a dit pour toi et moi dans le bûcher. Trop dur à entendre pour ses oreilles. Trop épais et pesant qu'il a dit. Mon amour était trop pesant. Qu'est-ce qu'il en sait? Pour qui au monde est-il prêt à mourir? Est-ce qu'il donnerait sa nature intime à un étranger en échange d'une gravure dans la pierre? Un autre moyen, qu'il disait. Il devait y avoir un autre moyen. Laisser maître d'école nous embarquer pour qu'il te mesure le derrière avant de te le mettre en pièces. J'ai senti l'effet que ça a fait. Et personne au monde, debout sur cette terre ou couché dessous,
ne te le fera sentir à toi. Ni à toi, ni à aucun des deux. Parce que quand je te dis que tu es à moi, je veux dire que moi aussi je suis à toi. Je ne respirerai pas une goulée d'air sans mes enfants. Je l'ai dit à Baby Schultz. Et elle est tombée à genoux pour demander à Dieu de me pardonner pour ce que j'avais fait. Et c'est ainsi. Mon plan était de nous amener tous de l'autre côté. Ils m'ont empêché de nous emmener là-bas, mais ils ne m'ont pas empêché de revenir. Et tu es revenu comme une gentille petite, comme une fille. Et c'est ce que moi j'aurais voulu être et que j'aurais été si maman avait pu se sortir du riz suffisamment de temps avant qu'il ne la pende et que je puisse être sa fille. Et tu sais déjà tout ça, parce que tu es aussi maligne qu'on le disait. Tu sais quoi? Elle avait eu le mort tellement de fois qu'elle souriait. Même quand elle ne souriait pas, elle souriait. Et pourtant, je n'avais jamais vu son vrai sourire. Il disait que c'est d'avoir eu le mort si souvent qui la faisait sourire, même quand elle n'en avait pas envie. Comme les filles du samedi qui travaillaient dans la cour de l'abattoir. Quand je suis sortie de prison, je les ai vues comme je te vois. Elles venaient au changement d'équipe quand les hommes touchaient leur paye. Ils travaillaient derrière la palissade. Il y en a même qui faisaient ça debout, appuyés contre la porte de la cabane à outils. Travailler dans une porcherie. Ça doit être quelque chose pour une femme. Et je n'en étais pas loin quand je suis sortie de prison. Les Louis m'avaient trouvé ce travail de cuisinière chez Sawyer. Ça m'a permis de sourire de mon vrai sourire, comme maintenant quand je pense à toi. Quand je suis arrivée ici, tu rampais déjà. Tu essayais de grimper l'escalier. Baby Schultz l'avait fait peindre en blanc pour que tu y vois tout là-haut, dans le noir, là où la lumière de la lampe n'arrivait pas. Seigneur, tu adorais cet escalier. Je n'étais pas loin. Je n'étais pas loin, non, de devenir une fille du samedi. Franchir le pas jusqu'à l'abattoir n'aurait pas été une bien grande enjambée. Quand j'ai fait mettre cette pierre tombale, je voulais me coucher là-dedans avec toi, poser ta tête sur mon épaule et te tenir chaud. Et je l'aurais fait si Howard, Hugler et Denver n'avaient pas eu besoin de moi. Parce qu'alors, mon esprit n'avait pas de maison. Et je ne pouvais pas me coucher avec toi, même si j'en avais terriblement envie. Je ne pouvais me coucher nulle part en paix en ce temps-là. Maintenant, je peux. Je peux dormir aussi profond que les noyés. Dieu miséricordieux. Elle est revenue, ma fille, et elle est à moi. Via,
cette nuit finisse. As-tu vu la splendeur? Tes yeux ne sont-ils pas tout pleins de sa grandeur? Ces flambeaux, ce bûcher, cette nuit enflammée, ces ailes, ces faisceaux, ce peuple, cette armée, cette foule de rois, ces consuls, ce sénat, qui tous de mon amant emprunté leur éclat. Pour cet or que rehaussait sa gloire, et ses lauriers encore, témoins de sa victoire. Tous ces yeux venus de toutes parts confondent sur lui seul leur avide regard. Ce port majestueux, cette douce présence, ciel, avec quel respect, quelle complaisance, tous les cœurs ont secret l'assuré de leur foi. Parle, peut-on le voir se penser comme moi, en quelques obscurités que le sort lui fait naître, le monde en le voyant lui reconnu son maître. Il finisse, où m'emporte un souvenir charmant, cependant Rome entière, en ce même moment que des bœufs constituent, et par des sacrifices, de son règne naissant célèbre et frémisse. Que tardons-nous? Allons pour son empire heureux, au ciel qui nous protège offrir aussi mon Dieu. Aussitôt, sans l'attendre, sans être attendu, je reviens le chercher, et par cet entrevue, des transports retenus s'abondant, inspire des transports retenus si bon. Et pour toute information, vous pouvez donc voir Johan tout à l'heure à la sortie, moi-même. Merci encore, bonne fin de soirée.